Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux muscles qu'on n'a pas pu placer sur cette vue-là à cause de l'absence du rachis cervical. Donc maintenant qu'on a un rachis cervical associé à notre hémithorax, on va pouvoir placer les muscles, on va dire, cervico-scapulaires qui nous intéressent dans cette exploration anatomique. Avant de continuer sur les muscles, je vais juste rajouter effectivement la clavicule. Je l'avais oublié dans la vidéo précédente. Voilà. Donc on rajoute le bord externe de la clavicule, enfin l'extrémité externe pardon de la clavicule, parce qu'il va nous être très utile puisque c'est ici que se terminera le faisceau supérieur du muscle trapèze. Je ne détaille pas effectivement le... Enfin, du coup je le fais, mais hop, voilà, on représente les différents reliefs osseux de la scapula en vue postérieure, mais qui sont occupés, voilà, comme on l'a déjà vu, par les muscles de la scapula, enfin scapulo-huméraux. Donc maintenant que cela est placé, on va pouvoir s'intéresser aux autres muscles dont l'origine est cervicale. Donc tout d'abord, sur le même plan que les muscles rhomboïdes, qu'on peut replacer ici rapidement, donc au niveau C7, T1 ici, voilà, on a ici le muscle petit rhomboïde. Voilà, et en dessous de lui, on va avoir le muscle grand rhomboïde, T2, T3, T4, ici. Voilà, donc c'est... sont des muscles dont la contraction va entraîner une bascule de la scapula, donc de la pointe de la scapula, vers l'intérieur, vers la partie médiale, donc ce qu'on appelle une sonnette interne. Donc c'est en termes de physiologie de l'épaule, c'est primordial, et donc quand on s'intéressera à l'anatomie fonctionnelle de l'épaule, on en reparlera plus en détail. Voilà, là c'était juste pour rappeler la présence des muscles rhomboïdes, qui vont être donc, comme je l'ai dit, sur le même plan que le muscle qu'on va décrire maintenant, succinctement, à savoir le muscle élévateur de la scapula, qui lui aussi participera par sa contraction à provoquer une sonnette interne. Donc, la particularité des fibres de ce muscle, c'est qu'elles vont être en torsion. Le trajet des muscles va se faire de manière torsadée, c'est-à-dire que les fibres les plus hautes en provenance du processus transverse de C1 notamment, vont se terminer à la partie la plus inférieure. Et donc les insertions courantes de ce muscle élévateur de la scapula se font au niveau de la partie postérieure des transverses de C1, C2, C3, C4, parfois C5. Voilà, ici on va s'arrêter à C4. Voilà, et donc ici on note la torsion des différentes digitations d'origine du muscle ici. Voilà, comme ceci. Et on va représenter aussi leur partie tendineuse, puisque leur insertion se fait par des languettes tendineuses qui vont être situées en arrière de l'insertion des muscles scalènes postérieurs, moyens et antérieurs. Voilà pour le muscle élévateur de la scapula. Ensuite, on va s'intéresser au muscle trapèze. On va prendre une autre couleur pour bien le représenter. Donc avant de parler
du muscle et de son trajet, de sa terminaison, on va s'intéresser à ces différentes insertions. Et avant cela, donc, on va représenter ici le ligament nucal. Ici, très important puisque de nombreux muscles vont s'insérer sur ce ligament. Hein, je vous le rappelle, si je le représente très schématiquement, la tête ici avec le rachis cervical ici, C1, C2, C3, C4, C5, C6, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Bon, je représente ça très schématiquement. Comme ceci. Voilà, bon, si on reste rigoureux sur certains éléments, voilà, ici on a C2 et sa transverse, son épineuse proéminente. Et donc ensuite, peut-être que je représente les autres transverses. Donc ici, effectivement, on est au niveau bon, voilà. Ici en fait, voilà, ici, comme ceci, on a le gognon, donc l'angle de la mandibule ici. Donc effectivement, ici on est voilà, sur une vue latérale, donc ici c'est crânien et ici c'est ventral, c'est l'avant. Et donc le fameux ligament nucal ici, effectivement, il va venir largement compenser, enfin pas compenser, mais il va être un épaississement très important du ligament supraépineux qui est situé ensuite de manière plus standard au niveau du sommet des processus épineux, voilà, comme un simple ligament de recouvrement, hein, mais ici au niveau cervical, du fait de la lordose cervicale, effectivement, il présente un épaississement et dans l'axe sagittal, antéro-postérieur, un épaississement qui fait de lui un puissant ligament sur lequel vont s'insérer de nombreux muscles, et notamment le trapèze. Voilà, comme ceci. Je le représente, ce ligament nucal, et ensuite bon, on peut considérer qu'il se continue par le ligament supraépineux. Je peux représenter ici, voilà, jusqu'à ce niveau-là. Donc on va maintenant pouvoir placer les insertions d'origine de ce muscle trapèze. Donc les insertions se font sur le sommet de la ligne nucale ici, supérieure, dans son tiers médial. Hein. Et ensuite, au niveau du ligament nucal et des processus épineux de chaque vertèbre, enfin de chaque processus épineux, de chaque vertèbre de C1 jusqu'à T11 voire T12, ça dépend des sujets. Voilà, donc ici ben, on voit apparaître jusqu'à T10, hein, mais on le voit souvent jusqu'à T11 ou T12. Voilà pour ces insertions d'origine. On verra ensuite les différents faisceaux, puisqu'il présente à décrire 3 faisceaux, un faisceau supérieur, un faisceau moyen, un faisceau inférieur. Et ensuite on va justement s'intéresser à son insertion terminale. Donc une partie de son insertion, c'est l'insertion du muscle, enfin du faisceau supérieur du trapèze, se fait sur le bord postérieur de la clavicule dans son tiers externe. Et ensuite on va avoir au niveau du tubercule du trapèze, il porte bien son nom, effectivement, l'insertion du faisceau inférieur du trapèze ici. Et donc entre la terminaison du faisceau supérieur et la terminaison du faisceau inférieur, on va avoir une bande comme ceci d'insertion qui va correspondre à l'insertion du faisceau moyen du trapèze, comme ceci.
on va pouvoir représenter maintenant justement la disposition de ce muscle, mais à nouveau, on a des fibres qui vont progressivement changer de trajet. Voilà. Donc on a le faisceau supérieur, puis ensuite on va avoir le faisceau moyen ici. En gros, c'est approximatif. Hein, comme ceci, le faisceau donc moyen et ensuite le faisceau inférieur du trapèze. Et donc, ce qu'il faut ajouter, c'est que effectivement l'insertion va se faire par des lames tendineuses qui, en regard de l'épineuse de C6, vont former un losange. Voilà. Comme ceci. Donc effectivement, on a une disposition losangique. Voilà. J'ai une lame tendineuse très importante qui s'insère donc sur le sommet, enfin, le bord postérieur de la crête nucale, donc du ligament nucal, mais également du ligament supra-épineux. Ceci, voilà, on représente. Ceci, et de la même façon jusqu'à sa partie supérieure. Voilà, on a cette lame tendineuse très importante, très étendue. Voilà. Et en général, on regarde l'épineuse de C6. Hein. Et donc cette zone losangique correspond parfois à une zone où on peut avoir un amas adipeux qui forme ce qu'on appelle la bosse de bison. Et donc on va pouvoir représenter maintenant. Alors je recouvre les muscles précédents qui sont donc recouverts par le trapèze, les faisceaux supérieurs et moyens. Voilà. Et ensuite donc ça c'est le faisceau supérieur. Ensuite on retrouve le faisceau moyen. J'aurais pu sectionner le muscle effectivement, mais comme on a représenté déjà les muscles sous-jacents, voilà, on peut représenter le muscle dans sa totalité. Ici, voilà, et également muscle innervé par le nerf, un nerf crânien qui est le nerf spinal ou accessoire, anciennement céphalogire aussi. Et qui, lui en l'occurrence, a une fonction inverse des précédents, c'est que sa contraction va entraîner une sonnette externe. Donc emmener sa contraction, faire basculer la scapula, donc la pointe de la scapula, vers la partie externe.
Voilà pour le faisceau supérieur. On peut représenter, voilà pour le trapèze, pardon. On peut également représenter maintenant le muscle deltoïde, donc on représente les muscles les plus superficiels, ici. Donc le muscle deltoïde, il a 3 faisceaux, donc on va en apercevoir seulement 2 ici. Un faisceau postérieur, ou faisceau de l'épine de la scapula, et un faisceau ici qui est acromial, comme ceci. Voilà. Et donc il va former le galbe de l'épaule, et l'insertion se fait ici sur le pourtour effectivement du bord périphérique de l'acromion et de la lèvre inférieure, du versant inférieur, du bord postérieur de la scapula, de l'épine de la scapula. Pardon. Je vais y arriver. Voilà, on peut représenter ici ces différents fibres, voilà, le trajet des fibres. Bien sûr, c'est un muscle très fibreux, surtout à sa portion médiane. On verra son anatomie plus en détail, mais effectivement, c'est un muscle très puissant, présente de nombreuses fibres tendineuses au sein des tissus musculaires, enfin de la partie musculaire, donc ce qui fait lui aussi, surtout dans sa portion médiane, un muscle multipéné également. Hein. Et on reverra ça quand on abordera ce muscle hein, qui est intéressant à de nombreux abords. Voilà pour les muscles les plus superficiels de la vue postérieure du dos. Je m'arrête là pour cette vidéo et dans la vidéo qui va venir, on va compléter un peu plus justement avec les muscles plus de la partie postérieure. On va rajouter le muscle grand dorsal et également aussi ici les rapports de la longue portion du triceps avec les muscles rhomboïdes et le quadrilatère de Velpeau et le triangle homotricipital. Voilà, entre autres choses. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.